Les matins de France Culture proposent une émission spéciale quelques jours avant le lancement de la fête de la science. Vous connaissez l'attachement de notre chaîne à la science et c'est pourquoi on a décidé de se poser la question suivante. Comment résister à l'offensive anti-science? On va parler à la fois de la science, de l'anti-science. Avec vous, Romain Huret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'EHESS, mais c'est surtout en tant que spécialiste des États-Unis que je souhaitais vous inviter parce que, bien entendu, lorsque l'on entend Donald Trump et un certain nombre de déclarations, on se dit que, bon, il y a véritablement un problème aujourd'hui sur la conduite à tenir en matière de vérité scientifique, en matière de savoir, en matière de développement de tout cela. Et puis, Yasmine Belkaïd, bonjour. Bonjour. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je souhaitais vous inviter. Vous êtes chercheuse en immunologie, pardon. Vous êtes directrice générale de l'Institut Pasteur. Vous avez 3 nationalités. Vous êtes algérienne par votre père, française par votre mère, et puis vous êtes américaine également parce que vous avez travaillé de nombreuses années aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle vous connaissez bien ce pays. Vous avez effectué un post-doctorat là-bas. Vous êtes donc immunologiste. Vous avez été responsable de l'unité d'immunologie des muqueuses. Vous avez travaillé notamment sur le microbiote. Et puis, en mars 2023, vous avez été nommée présidente de l'Institut Pasteur pour un mandat de 6 ans. Vous dirigez le laboratoire méta-organismes. Aujourd'hui, est-ce qu'en tant que chercheuse, vous vous sentez particulièrement exposée, fragilisée par la situation? La science est un élément très universel dans lequel nous sommes tous connectés. Ce qui se passe aux États-Unis nous affecte tous. La connaissance est partagée au travers du monde. Les scientifiques qui travaillent aux États-Unis nourrissent un écosystème de recherche. Beaucoup d'entre nous, scientifiques, ont été formés aussi aux États-Unis et sont repartis dans leur pays. Oui, ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences pour nous tous, parce qu'en fait, l'atteinte de cet écosystème de vérité, de système de validation, nous concerne tous et a des conséquences très graves pour la santé, la recherche. Bon, vous connaissez les 2 pays. Est-ce que ça vous surprend, ce qui se passe aux États-Unis? Immensément. Parce qu'une des valeurs qui a justement attiré beaucoup de scientifiques pour aller travailler aux États-Unis, c'est cette liberté de la science. Les États-Unis avaient investi depuis très longtemps dans une recherche fondamentale qui était protégée sur le long terme, qui était très libre et qui a permis justement les grandes découvertes qui ont permis l'avancée de la médecine. Donc pour moi, l'attaque extrêmement violente et rapide contre la science est non seulement extrêmement surprenante, mais aussi très dangereuse pour le système américain lui-même. Mais alors, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que sur un certain nombre de sujets, notamment les vaccins, par exemple, les vaccins sur, je crois que c'est la variole, où il y a de plus en plus de problèmes, La rougeole. la rougeole, pardon, ce type de vaccins qui sont de moins en moins administrés, est-ce que il y a une sorte de continuité, une histoire de l'anti-science aux États-Unis? Il y a une attaque très forte de l'anti-science qui va avoir des conséquences humaines très très graves. D'arrêter en fait des vaccins qui, qu'on le sait très bien, c'est le premier outil de prévention de la maladie qui a diminué la mortalité infantile par 2 en l'espace de quelques décennies, c'est absolument criminel. C'est criminel pour ces enfants, c'est criminel pour les gens autour des gens qui vont porter ces maladies infectieuses, c'est criminel pour des gens qui seront traités en immunothérapie pour les cancers et qui vont être assis à côté de quelqu'un qui est infectieux. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Yasmine Belkaïd, ce qui est très étonnant malgré tout dans ce contexte-là, c'est qu'on pourrait se dire, bah, la France va récupérer ses chercheurs. Le président Macron a d'ailleurs fait un appel. Est-ce qu'à l'Institut Pasteur, vous accueillez des scientifiques américains qui ont fui leur pays? Oui, nous accueillons des scientifiques américains que nous sommes en train de recruter. Mais il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que la France ou l'Europe n'a pas la capacité financière d'absorber tous les scientifiques qui veulent partir, et il y en a beaucoup. Donc Beaucoup. Ah oui, énormément. Il y a une étude qui a été faite récemment et en fait, 60% des scientifiques disent qu'ils considèrent partir des États-Unis. 70%. Mais 60%. pourquoi? Pour des raisons de, disons, de financement des laboratoires, pour des raisons de crainte politique? Comment expliquer ce chiffre-là? La science est au service de la société et elle se doit d'être libre. Elle se doit d'être capable, en fait, d'être un système de validation.
Aujourd'hui, le fait que des scientifiques, leur valeur profonde, qui est justement la découverte d'éléments de vérité, soit en fait compromis, le fait qu'il y ait des censures par rapport à tes domaines de recherche, santé de la femme, diversité génétique, vaccins, fait que les scientifiques ne peuvent plus faire leur travail. Ils ont maintenu ces censures sur ces sujets de recherche, notamment je croyais que sur la femme, il y avait eu un retour en arrière. La réalité, c'est qu'il y aura toujours des problèmes sur la femme en ce moment dans la politique de Donald Trump. Donc la réalité, c'est que non. Et que la recherche sur l'enfant, ce sont des recherches qui sont biaisées. On voit ce qui est en train de se passer par rapport aux messages sur l'autisme. Ce sont en fait des messages biaisés, des messages faux. Alors sur l'autisme, d'ailleurs, notre camarade Alexandra Delbo a consacré l'une de ses chroniques là-dessus. Il faut rappeler ce qui s'est passé à ceux qui n'ont pas entendu Alexandra Delbo, Yasmine Belkaïd. Il y a eu donc des commentaires faits par Donald Trump sur la prise de paracétamol. Ouais. Donc en fait, c'est absolument pas validé par des éléments scientifiques, au même titre que la cabale qu'ils sont en train de faire contre les vaccins et la relation avec l'autisme n'est pas validée par des études scientifiques. La science est là justement au service de la société, elle n'a pas d'agenda. La science, c'est en fait un système de validation qui nous permet tous de prendre des décisions. Et c'est fait un système de validation par des milliers et des milliers de gens qui travaillent ensemble pour démontrer des faits. Aujourd'hui, on est sur de l'opinion. Et de l'opinion qui a en fait des conséquences graves pour la société. D'affirmer en fait des associations entre un médicament et quelque chose qui est grave, je dirais, qui fait souffrir des parents, c'est extrêmement dangereux pour la société. À cet égard, le Covid marque quand même un tournant, non ? Ça a été un tournant dramatique pour la science. Et en fait, ce que moi j'ai vu comme une victoire de la science a été récupéré et la narrative a été réinventée. Et en fait, on se trouve dans une histoire dans laquelle l'administration Trump utilise Covid comme étant un échec de la science, que moi j'ai vu comme étant un succès de la science. J'ai vu en fait une communauté internationale travailler ensemble, développer et mettre des vaccins sur le marché très vite, alors qu'en fait c'était quelque chose qui était... Et ça a été vraiment un moment de communion scientifique, de collaboration, d'ouverture, d'échange. Et vraiment, ce qui s'est passé a été absolument extraordinaire. Ce qui a été vraiment fait par la communauté scientifique, les communautés, pour protéger les populations, a été extraordinaire. Bon, mais alors c'est ça qui est contradictoire chez Trump, c'est qu'à la fois, je ne sais pas si vous étiez encore aux États-Unis lors du Covid, mais Warp Speed, qui est donc le programme d'investissement colossal que Trump a fait dans les vaccins, ont permis le fait de trouver le vaccin. Et donc, vous l'avez vécu, l'argent ruisselait dans les laboratoires, et tant mieux. Ben, on est dans un moment de grâce dans lequel la science était encore écoutée. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gens comme Tony Fauci et d'autres qui avaient vraiment énormément d'influence et qui ont justement mobilisé les troupes, mobilisé tout le monde et vraiment influencé le gouvernement dans la bonne direction. Ce moment, il a été perdu. Ce moment de confiance et de relation entre le gouvernement et la science s'est brisé. Mais est-ce de notre faute? Je dis notre, c'est-à-dire les médias. Oui, on a été beaucoup accusés. On a été beaucoup accusés de ne pas laisser suffisamment de place pour la controverse, de délivrer une pensée unique. Les scientifiques, vous avez été moins accusés, mais en revanche, on a accusé les laboratoires pharmaceutiques d'avoir tiré la couverture à eux. Alors, je pense qu'en fait, c'est là où on s'est tous un peu... On aurait dû raconter l'histoire telle qu'elle était. L'histoire de la découverte de ces vaccins n'est pas une histoire ponctuelle. C'est 30 ans, 40 ans de recherche par des milliers et des milliers de gens. L'accélération de ce vaccin, c'est en fait l'accumulation d'une recherche académique, non biaisée, fondée par les gouvernements. Les compagnies sont arrivées à la fin du travail et justement ont permis l'accélération des vaccins. Et je pense qu'on aurait dû raconter ces 40 ans, 50 ans d'histoire avant. Et que peut-être, effectivement, on n'a pas assez raconté cette histoire. Et que c'est devenu la victoire des compagnies qui sont arrivées pour sauver le monde. Et je pense qu'on aurait dû vraiment, tous ensemble, se rappeler que cette recherche fondamentale, payée par les gouvernements, nos étudiants dans nos laboratoires, c'est eux qui font la différence. Et à la fois, ce fut une blessure également pour les Français, parce qu'un certain nombre de laboratoires français qui cherchaient là aussi un vaccin, dont l'Institut Pasteur, ont échoué. Oui, ils ont échoué comme beaucoup d'autres laboratoires dans le monde. En fait, il y a eu énorme... On s'est tous mis à la table. En fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont travaillé ensemble. L'Institut Pasteur, comme d'autres, on n'était pas au moment, on n'avait pas le bon vaccin, mais on a eu des candidats. Et je pense aussi qu'il faut se rappeler d'une autre chose, c'est que la France, d'une façon collective, avait beaucoup moins investi dans les vaccins.
Euh, Quelques années avant le Covid, la recherche en biomédicale en France avait diminué beaucoup au niveau du budget. Donc on n'était pas vraiment dans une situation optimale pour vraiment développer des vaccins en France, pour être parfaitement honnête. Mais justement, pour être parfaitement honnête, est-ce que ça signifie que le mode, parce qu'on a beaucoup accusé la puissance publique d'avoir choisi trop peu de laboratoires, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'argent est allé partout. Mhm. On a testé toutes les pistes. En France, on a mis l'argent dans un petit nombre de pistes, dont l'Institut Pasteur. Ça n'a pas marché. Mais je pense que ce n'était pas simplement de mettre de l'argent, il faut aussi mettre de l'argent là où on est prêt pour le recevoir et pour le faire. Je pense qu'il n'y avait pas assez de laboratoires en France qui étaient en situation de proposer des vaccins. C'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Par exemple, les vaccins ARN n'ont pas été suffisamment développés, on n'y a pas cru. Il n'y avait pas beaucoup d'investissement en vaccins. Et d'ailleurs, en fait, on vient juste aujourd'hui d'avoir un France Vaccin qui a été défini 5 ans après justement le Covid, mais il n'y avait pas de programme vaccinaux en France. Romain Huret, je m'adresse non pas à l'historien des États-Unis, mais au président de l'EHESS. Est-ce que, puisqu'on vient d'évoquer la manière dont 60% des chercheurs veulent fuir les États-Unis, est-ce qu'à l'EHESS, là aussi, vous ressentez cela? Est-ce qu'il y a véritablement une tentation pour un grand nombre d'Américains, donc cette fois-ci dans les sciences humaines, sciences sociales, puisque c'est plutôt cela, l'EHESS? Oui, on ressent la même chose, hein, et je partage tout à fait ce qui a été dit. Il y a une grande fatigue de la part de beaucoup de chercheurs et de chercheuses aux États-Unis qui est liée à la situation politique. Trump crée un sentiment de profonde fatigue et d'usure, hein, et donc la liberté et le bien-être qui ont été deux éléments essentiels pour expliquer la réussite de l'écosystème universitaire. Beaucoup de chercheurs, chercheuses français sont partis là-bas parce qu'il y avait des conditions exceptionnelles de travail et une liberté, une sociabilité tout à fait exceptionnelle. Elle est en train de se déliter. L'ambiance est très morose sur les campus. J'étais à New York il y a 15 jours, c'est une ambiance à Columbia. L'ambiance est très très difficile. Et donc comment créer, comment inventer, comment chercher dans ces conditions? Beaucoup préfèrent partir en attendant que les choses s'améliorent aux États-Unis. Avec une accusation particulière anti-science, mais alors spécifique pour les sciences humaines et sociales, l'accusation d'antisémitisme. L'antisémitisme est instrumentalisé partout. Oui, il y a eu l'antisémitisme, il y a eu d'autres sujets, le wokisme, enfin bref, il y a toute une série d'accusations Alors pour publiques, Harvard, par exemple, c'est l'antisémitisme qui a été utilisé. qui a été utilisé tout à fait, et pour d'autres universités, hein, à Berkeley récemment également. Donc il y a une ambiance qui est délétère, qui est très difficile. Et donc dans ces conditions, certains estiment que la meilleure chose à faire, c'est de partir. Et Yasmine Belkaïd, là aussi, est-ce que c'est réversible? Parce qu'on imagine que les chercheurs aux États-Unis représentent une part importante. Vous l'avez expliqué, la France ne peut pas accueillir tous les chercheurs du monde. On a l'habitude d'entendre ce type de phrase. Est-ce qu'on va perdre des années précieuses en termes de recherche fondamentale? Oui, on va perdre. Et en plus, ce qui est très, très inquiétant pour moi, et je pense aussi pour vous, c'est vraiment ce qui va se passer pour la génération qui arrive. Il y a un désenchantement et justement, il y a une perte de confiance par rapport à ce genre de carrière parce qu'elles sont attaquées. Et la science, c'est quelque chose sur le temps long. Aucun de nous n'est vraiment essentiel, mais ce qui est essentiel, c'est cette chaîne de connaissances passées de l'un à l'autre. Et ça ne peut pas être interrompu. Et là, on est en train d'interrompre cette chaîne de connaissances, ce passage de formation de l'un à l'autre. Et là, je pense qu'on va avoir vraiment des conséquences qui peuvent être bien au-delà de quelques années d'interruption et qui peuvent vraiment avoir des répercussions sur le long terme. Oui. Romain Huret. Même constat, qui veut s'engager aujourd'hui dans une thèse aux États-Unis dans un tel contexte? Extrêmement inquiet. Je suis extrêmement inquiet aussi sur les conséquences sur la longue durée. Une diminution du nombre de PhD de thèses. Ce n'est pas immédiat parce que les choses ne se font pas aussi rapidement, mais il est évident que la fin des perspectives de carrière, parce qu'il ne faut pas oublier que l'État fédéral que Trump a très largement démantelé dans le domaine scientifique était un lieu où beaucoup de PhD, beaucoup de doctorants et de doctorantes faisaient carrière ensuite. Je ne sais pas où ils vont aller. Et dans les domaines aussi importants que la climatologie, l'environnement, là, il y a un enjeu de recrutement. Et les universités, de toute façon, ne pourront pas absorber tous ces gens qui ne trouvent plus de poste. En immunologie, Oui. Yasmine Belkaïd. En immunologie, bien entendu, puisque l'immunologie, c'est aussi les vaccins, c'est la recherche contre les maladies infectieuses. Donc, c'est un domaine qui est particulièrement attaqué. Par exemple, le coronavirus ne peut plus être étudié aux États-Unis. Donc, il y a certains types de microbes qu'on ne peut plus explorer. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça fait partie d'un dogme, de sujets tabous qui ont fragilisé le gouvernement. La raison n'est pas forcément toujours à la table.
Mais là aussi, est-ce que les laboratoires n'ont pas quand même une capacité de chercher sur ce qu'ils veulent chercher? Est-ce que c'est le politique aux États-Unis qui détermine les programmes de recherche? Bien sûr. Donc le politique, en fait, jusqu'à présent, était vraiment au service de la société, donc donner en fait des mandats financiers associés aux priorités de société. C'est vraiment ce que fait le gouvernement. Mais quand le gouvernement a un agenda, il dirige en fait ses fonds de recherche sur des thématiques particulières. Et en particulier, Donald Trump veut maintenant assigner des mandats. Par exemple, il veut vraiment qu'on découvre des associations entre les vaccins et l'autisme. Donc en fait, il crée des directions de recherche pour servir son agenda. Yasmine Belkaïd, chercheuse en immunologie, directrice générale de l'Institut Pasteur, Romain Huret, historien des États-Unis et président de l'EHESS. On se retrouve dans quelques minutes. On va essayer d'évoquer malgré tout ce qui fonctionne en science aussi, et puis peut-être replacer dans la longue durée cette offensive anti-science. 8 heures sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les matins de France Culture vous proposent une émission spéciale quelques jours avant le lancement de la Fête de la Science. Nous sommes en compagnie de Romain Huret, président de l'EHESS, spécialiste des inégalités sociales américaines, Yasmine Belkaïd, directrice générale de l'Institut Pasteur. Tous deux, vous nous avez fait part de vos inquiétudes par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui aux États-Unis et qui va avoir des répercussions mondiales, puisque la science est mondiale. Yasmine Belkaïd, peut-être un mot positif. Vous êtes non seulement directrice générale de l'Institut Pasteur, mais vous êtes aussi chercheuse en immunologie. Vous avez notamment beaucoup travaillé sur l'immunité du microbiote, ces milliards de bactéries, virus et champignons qui composent donc ce microbiote intestinal, cutané. Et là, peut-être qu'il peut y avoir, je ne sais pas, de bonnes nouvelles, de bonnes perspectives? Il y a énormément de bonnes nouvelles en recherche. Je veux dire, la science et la recherche n'a jamais été aussi impressionnante qu'elle l'a été. En fait, on est dans un moment de découverte, que ce soit pour le microbiote, que ce soit pour la thérapie cellulaire, que ce soit pour les manipulations génétiques qui nous permettent justement de corriger des défauts génétiques. On est dans un moment de la science absolument extraordinaire. Et là, je crois qu'il faut se rappeler de ça. Dans un moment où la science est attaquée, la science n'a jamais été aussi puissante et aussi forte. Donc en fait, de l'attaquer aujourd'hui est vraiment encore plus triste. Donc oui, pour le microbiote, on va revenir là-dessus. Ces microbes qui vivent en fait sur nos surfaces sont extrêmement importants pour contrôler notre système immunitaire, contrôler notre physiologie. Il y a des travaux fascinants qui montrent en fait la relation entre ces microbes et le système nerveux. Le changement du comportement peut être influencé. Donc on est dans un moment de découverte justement des mécanismes de fonctionnement de ces bactéries ou de ces virus et d'utiliser en fait ces connaissances pour développer des thérapies qui sont associées à ces mécanismes d'association avec les microbes. Notamment, vous avez travaillé sur les maladies auto-immunes. Sur les maladies inflammatoires, auto-immunes, travailler aussi beaucoup sur l'inflammation en général et comment les microbes non seulement peuvent nous protéger, mais comme de temps en temps, lorsqu'il y a une dérégulation, peuvent devenir inflammatoires. Qu'est-ce que c'est une inflammation ? Alors une inflammation, c'est ce feu en fait qui peut se produire dans nos corps en réponse à des infections, à des réponses à des maladies génétiques, à l'auto-immunité. Ce sont des molécules en fait qui vont passer dans notre corps et en fait envoyer des systèmes d'alarme. C'est un peu comme si notre corps se sentait attaqué par des microbes en permanence. Et alors cette fois-ci, au niveau de l'Institut Pasteur que vous dirigez aujourd'hui, quelles sont, je dirais, les perspectives les plus prometteuses en matière de pistes thérapeutiques ? Alors l'Institut Pasteur est un institut qui est extrêmement focalisé sur les mécanismes de maladies. Donc en fait, il y a énormément de travail qui est fait à Pasteur pour comprendre l'origine des maladies, que ce soit des maladies infectieuses, que ce soit des maladies inflammatoires, que ce soit de nouvelles pistes vaccinales qu'on est en train justement de développer au travers d'un nouveau centre de vaccination qu'on a établi, que ce soit au niveau de la prévention des pandémies au travers de modélisation mathématique. Donc l'Institut Pasteur, c'est vraiment un institut multidisciplinaire qui travaille sur l'origine et la prévention des maladies. Et puis, à côté donc des recherches en sciences, il y a aussi des recherches en sciences humaines et sociales. Et la période que traversent les États-Unis, pour nous qui sommes obsédés par le contemporain, on a l'impression qu'elle est nouvelle, mais en réalité, elle renvoie quand même à d'autres périodes contemporaines de l'histoire américaine. Je pensais par exemple à Richard Hofstadter, qui était un politiste et qui a publié un livre extrêmement important sur l'anti-intellectualisme dans la vie américaine. C'est un livre qu'il a publié en 1963 et c'est un livre qui répondait à une situation bien précise, Romain Huret, la manière dont le Spoutnik avait humilié les États-Unis. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de réinvestir dans le système éducatif.
Je vais vous répondre sur Hofstadter, mais juste une remarque sur ce qui vient d'être dit. Vous dissociez sciences dures et sciences sociales en nous invitant tous les deux et en nous mettant chacun à un bord de la table. Non, vous pouvez vous asseoir tout à coup. Mais je pense que ce qui a été dit sur les innovations en matière de recherche, je pense en particulier à l'identification des maladies, est une piste extrêmement intéressante de recherche interdisciplinaire. Sciences dures et sciences sociales travaillent ensemble. Et je pense notamment à un domaine qui est attaqué par Trump, une lecture de genre des maladies, hein, et la place l'identification des maladies au regard du sexe des malades. Je pense que c'est un domaine extrêmement intéressant et c'est un domaine de collaboration entre sciences dures et sciences sociales. Et ce qu'il y a de très stimulant aujourd'hui dans la science, je trouve, c'est précisément cette collaboration qui va beaucoup enrichir nos connaissances dans les deux domaines. Pour vous répondre, vous avez raison, hein, ce livre-là est très connu et Hofstadter, à ce moment-là, est très inquiet du macartisme, de cette pic de violence qu'on connaît un peu aujourd'hui. On est aussi dans une forme de chasse aux sorcières contre les intellectuels aujourd'hui. Hofstadter est à la fois très sombre parce qu'il y voit une tradition états-unienne. Il estime qu'il y a toujours eu dans l'histoire du pays une violence contre les intellectuels et les chercheurs, les scientifiques, qui ont été accusés d'avoir pris l'autorité de l'Église, de la famille, et qui ont capté cette autorité et les savoirs qui vont avec. Et donc il y a eu régulièrement des pics anti-intellectuels aux États-Unis, émanant des églises, émanant des conservateurs, émanant des familles, qui n'ont pas voulu envoyer leurs enfants dans les universités, qui n'ont pas voulu que les enfants soient formés autrement et qu'une nouvelle autorité scientifique, rationnelle, vue comme froide, change complètement leur rapport au monde et leur lecture du monde. À ce moment-là, néanmoins, Hofstadter, il est très optimiste et il est persuadé que l'éducation, l'investissement massif de l'État fédéral, et on en a parlé, il écrit à un moment où toute une génération accède à l'université, c'est la grande démocratisation de l'enseignement supérieur, qui est rendue possible par une décision de l'État qui date de 1944, qui s'appelle le GI Bill, où on va envoyer massivement les anciens combattants à l'université en récompense. Et ça va démocratiser l'enseignement supérieur, ça va donner la primauté mondiale aux universités américaines, et elles vont attirer les chercheurs et les chercheuses du monde entier, et on va créer... elles vont devenir la première puissance universitaire du monde, ce qui les États-Unis n'étaient pas avant, et bien loin de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Donc il va y avoir une translation qui se fait à ce moment-là, et Hofstadter dit... En fait, l'anti-intellectualisme, c'est un résidu, ça va disparaître. On va éduquer les gens, on va les former, on va démocratiser l'enseignement supérieur, et dans 30 ans, ça sera un mauvais souvenir. Il s'est un peu trompé sur le diagnostic et sur l'évolution des États-Unis. Mais ça veut dire quoi justement pour vous, Romain Huret? Ça veut dire que les sociétés n'apprennent rien? Ça veut dire que la situation donc actuelle aux États-Unis, avec la reproduction, puisqu'on voit que les programmes de recherche sont coupés dans tous les domaines, est-ce que ça veut dire que on va à nouveau, nous sommes en train d'assister à une grande vague d'anti-intellectualisme, une maladie chronique aux États-Unis? Moi, j'ai une lecture un peu différente de ce qui a été dit jusqu'alors. Il y a un anti-intellectualisme, il y a un courant parmi les conservateurs très fort qui s'oppose à la science. Mais il y a un autre élément dont on a très peu parlé, qui est la naissance de nouvelles autorités scientifiques. Et je pense qu'un des grands problèmes de la science aujourd'hui, c'est l'apparition de nouvelles autorités scientifiques en dehors des campus. Il y en a deux types. Les premières autorités scientifiques, ce sont des personnes que nous entendons sur les réseaux sociaux, qui se targuent d'une autorité scientifique qu'ils n'ont pas ou qui n'a pas été validée par les mêmes dispositifs de validation que dans le monde universitaire, et qui ont un pouvoir aujourd'hui colossal et bien supérieur à celui de tous les universitaires, tous les médecins aux États-Unis, dans le reste du monde. Je pense que ce que Donald Trump a dit sur le lien entre autisme et consommation de Doliprane risque d'être entendu, relayé sur les réseaux sociaux, et d'apparaître comme un savoir légitime, puisque ces influenceurs, influenceuses ont ce pouvoir-là. La deuxième chose, et Trump le sait parfaitement, la recherche s'est déplacée aussi des universités vers des grandes entreprises, de gigantesques entreprises, qui ont des capacités de recherche qui sont très largement supérieures, dans bien des cas, à la recherche publique, ou même à la recherche privée aux États-Unis. Et là, il y a ces nouvelles autorités qui apparaissent. Et la question, le problème fondamental que nous avons aussi bien en sciences dures qu'en sciences sociales, c'est comment exister dans ce nouvel écosystème. On n'arrive pas à être entendu, ou très peu entendu sur les réseaux sociaux, parce que notre parole est trop compliquée, trop longue, trop difficile
à appréhender, à entrer dans ces nouveaux canaux d'information. Et de la même manière, on est concurrencé financièrement par ces nouvelles entreprises qui ont des capacités bien supérieures aux nôtres. Bon, mais entre nous, Romain Huret, on n'attendait pas grand-chose de Trump pour soutenir, par exemple, la sociologie ou l'histoire, encore moins la philosophie. Donc, la surprise, elle vient plutôt des sciences dites dures. C'est pour ça que je ne veux pas du tout vous opposer à Yasmine Belkaïd, mais là, il y a une forme de surprise. Il aurait très bien pu être scientiste, par exemple. Mais à nouveau, je pense qu'il n'y a pas de surprise si on part du principe qu'il a acté le fait que ça se fait ailleurs. C'est peut-être plus les universités qui vont faire la recherche de demain, en sciences dures, peut-être moins en sciences sociales. Ça va être des grands groupes, ça va être les GAFAM qui vont travailler sur la médecine, sur le vieillissement, sur l'âge, sur une série de domaines. Et je pense que l'enjeu est là, c'est un enjeu scientifique, c'est aussi un enjeu de données, on en a très peu parlé, mais les données scientifiques aujourd'hui sont massivement produites par des opérateurs privés et beaucoup moins par la recherche publique. Et ça, c'est un véritable problème pour les sciences sociales comme les sciences dures. Une réaction, Yasmine Belkaïd ? D'abord, je suis tout à fait d'accord que nous ne sommes qu'une seule chose et qu'on a besoin que l'intégration des sciences sociales dans la recherche, dans toutes les recherches est nécessaire pour la compréhension des situations. Donc, on est bien alliés, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Oui, la situation, en fait, est extrêmement complexe et l'attaque, elle est extrêmement surprenante, elle est fragilisante. Je pense qu'effectivement, ce que vous avez mis sur les données est extrêmement important. Il va falloir qu'en Europe, on développe vraiment des systèmes de résilience. Parce qu'effectivement, ces données qui sont capturées par des systèmes privés nous mettent tout en danger. Moi, j'ai vu en fait aux États-Unis un shift entre une recherche au service de tous pour une recherche au service de peu. Et c'est vraiment une des raisons qui m'a vraiment inquiétée par rapport à l'évolution du système de recherche aux États-Unis. Donc, elle n'est plus au service de la communauté. Pour moi, et je pense que beaucoup de scientifiques, en fait tous les scientifiques auxquels je crois, sont des scientifiques qui s'investissent pour une recherche au service de la société et des grandes questions de société, et non pas d'agenda. Là, on est dans une déviation complète. En fait, c'est une science qui va servir très peu de gens et pour des bénéfices. Mais parce que je crois que cette piste entre le paracétamol et l'autisme, Trump ne l'a pas trouvée tout seul avec ses petites mains. En fait, elle lui a été soufflée par une sorte de pseudo-étude avec un tout petit échantillon, etc. etc. Donc, c'est ça aussi qui est un peu étonnant, Yasmine Belkaïd, y compris d'ailleurs pendant la période du Covid, les voix les plus fortes, qui n'étaient pas nécessairement les plus scientifiques, étaient des voix adoubées par la science, si vous suivez ma pensée. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il faut se rappeler que la science n'est pas un scientifique. La science est une communauté. Et lorsque l'on donne un statut complètement disproportionné à un scientifique, on oublie que le processus de la science, c'est la cross-validation. Donc aucun scientifique n'est la personne qui peut répondre. C'est une communauté. Et c'est pour ça qu'on a un système de ce qui s'appelle le peer review. C'est-à-dire qu'en fait, on a des milliers et des milliers de gens qui, de façon collective, vont valider des résultats. Ça, c'est la science. Une personne qui va sur un plateau et qui n'a pas été forcément validée par ce système n'est pas un représentant de la science. Et je pense que c'est là où on a tous une responsabilité, que ce soit les journalistes ou nous, ou même les politiciens. On va en fait vers des domaines d'expertise, des experts, et non pas des individus. Et c'est ça qui est extrêmement important. Je pense qu'on oublie que la science n'est pas une personne, mais c'est une communauté. Et ça, on ne l'a peut-être pas assez raconté. Vous parlez d'influence. Ce qui est extrêmement important de se rappeler, c'est que c'est pas que la science a perdu la confiance des gens. Je pense que les gens ont encore confiance, mais nous sommes invisibles. Nous n'avons plus de voix. Nous ne sommes plus écoutés parce que nous n'avons pas encore trouvé notre voix. Je pense qu'il faut que la recherche, dans sa totalité, redevienne un acteur de la société, que nous retrouvions une façon de communiquer et d'engager la société. Nous sommes devenus irrelevants. Mais à la fois, les offensives anti-science sont menées au nom de la science. Vous voyez, cet homme qu'on entendait beaucoup pendant l'épidémie de Covid, il n'était pas anti-science, il se présentait comme étant le plus grand scientifique français vivant en matière d'épidémiologie. Oui, mais je pense que, est-ce qu'on a demandé l'avis à d'autres scientifiques ? Est-ce qu'on a pris une opinion sur une personne ? C'est pour ça qu'on a besoin de systèmes de validation, on a besoin d'Académie des sciences, on a besoin de groupes de scientifiques qui vont valider, en fait, cette personne est un expert pour cette question. Nous devons parler dans nos domaines d'expertise et nous devons être validés par nos pairs. C'est comme ça que la science fonctionne. Sur le terrain des sciences sociales et humaines, non pas que je les oppose, mais la manière de les critiquer n'est pas la même que celle qui va être employée pour critiquer les sciences dures. J'écoutais Ezra Klein, qui est
éditorialiste du New York Times qui disait que c'était le retour de la Red Scare, de la peur des rouges, qui permettait donc d'éliminer un certain nombre d'universitaires, comme on le fit jadis avec le maccarthisme. Et là aussi, c'est quelque chose de récurrent et d'étonnant. Comment les universités américaines ont réagi durant cette période? Qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on pourrait ou bien redouter la reproduction ou bien espérer que le système soit un peu résilient? Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, c'est récurrent. Les attaques contre les sciences sociales sont récurrentes. Elles sont fortes aux États-Unis, mais elles le sont aussi en France. J'ai été très surpris de la mise en forme publique du débat autour de la taxe Zuckman. Et j'ai trouvé qu'il y avait des relents anti-intellectuels qui étaient Pourquoi? très forts. On a entendu un milliardaire, dont je tairai le nom, qui a remis en cause les compétences scientifiques de Gabriel Zuckman, qui est un pur produit de l'excellence à la française, formé dans les meilleures universités aux États-Unis. Ses calculs et ses travaux sur la fiscalité et sur les transferts intergénérationnels sont parmi les meilleurs au monde. Je pense tous ces travaux ont été validés par les pairs. Et de manière intéressante, on a attaqué ses compétences scientifiques. On a le droit d'être contre la taxe Zuckman et tout le monde a le droit d'être pour ou contre. Et les milliardaires ont le droit d'être contre. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça a été mis en forme de manière anti-scientifique. Ce qu'on a mis en cause, ce sont les compétences scientifiques de Gabriel Zuckman et sa capacité à produire un savoir objectif sur les transferts intergénérationnels et l'évolution de la fiscalité des revenus depuis 30 ans. Il y a un laboratoire qui est dans le périmètre de l'EHESS, la Paris School of Economics, qui est l'une des meilleures du monde, avec les meilleurs économistes du monde. Entendre la mise en forme d'un problème qui s'attaque à la science, qui s'attaque aux compétences scientifiques, m'inquiète beaucoup. C'est-à-dire que là, on a des rôles, et on l'a vu, et on a vu les déchaînements sur les réseaux sociaux contre Gabriel Zuckman, en estimant qu'il n'était pas digne d'être économiste. Ça, c'est extrêmement inquiétant. La résistance, je reviens aux États-Unis, la résistance contre les attaques a toujours existé, elle a été difficile. Les universités ont payé un lourd tribut régulièrement, avec des mises au placard de grands universitaires, certains qui sont revenus en Europe d'ailleurs dans les années 50. Des situations extrêmement difficiles. La résistance en ce moment est assez difficile, et particulièrement difficile parce que la situation des universités a beaucoup changé. Elles sont beaucoup plus que dans le passé tributaires des financements extérieurs. Mais ça, je comprends mal cela pour les États-Unis, sachant que les universités comme Harvard, Columbia sont assises sur un trésor de guerre absolument faramineux. Elles ont de l'argent, mais elles dépensent beaucoup. Les frais salariaux, logistiques, les services accordés aux étudiants sont extrêmement importants. Et donc, c'est un modèle économique. Et si vous commencez à perdre des revenus, et on a d'ailleurs vu à quel point les revenus de l'État fédéral étaient très importants. Et c'est ce qui a été dit précédemment, l'État fédéral est capable d'orienter massivement la recherche aux États-Unis en estimant qu'autour de tels domaines, en médecine ou ailleurs, on peut mettre des millions, voire des milliards de dollars. Et on a vu que les universités en ont besoin pour la recherche fondamentale et pour la recherche dite à risque. C'est là où il y a les prises de risque qui sont les plus importantes. Et donc, si vous enlevez cette manne-là, il faut que les universités fassent un transfert des services vers la recherche fondamentale, et elles ont eu du mal avec ça. Yasmine Belkaïd, si ce qui est à redouter, c'est un certain nombre de recherches fléchées sur des sujets bidons, puisqu'il faut appeler un chat, sujet bidon, donc lien entre le vaccin et l'autisme, puisque si je vous suis, ce lien a été démenti depuis longtemps. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la recherche en dehors des États-Unis se réorganise pour reprendre les sujets qui vont être abandonnés par les chercheurs américains faute d'argent, mais qui sont essentiels à la poursuite de la recherche scientifique? Oui, je pense que c'est un moment dans lequel d'abord il faut se rappeler des grandes questions de société qui nous entourent, et je pense que l'Europe a un rôle à jouer. Le monde entier a un rôle à jouer pour justement développer une forme de résilience. La connaissance appartient à tous, et que justement des domaines de recherche qui vont être particulièrement ciblés doivent être protégés, et notamment de protéger les gens qui vont porter cette recherche. J'aime pas quand vous dites un rôle à jouer, parce que on a l'impression que... Un rôle à jouer dans cette crise. Ils l'ont toujours joué un rôle. Mais aujourd'hui, il y a un rôle de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une situation classique. On a la plus grande puissance économique en recherche qui est en train de devenir un système qui va être de moins en moins crédible.
Aujourd'hui, le rôle à jouer, c'est le rôle justement de protéger, de créer de la résilience dans les domaines qui vont être fragilisés. Que ce soit les données, par exemple, que ce soit des domaines de recherche sur la génétique, que ce soit la santé de la femme, j'insiste qu'elle est vraiment en danger aux États-Unis, et bien d'autres sujets de recherche. Voilà, vous nous avez dit que la France seule ne suffirait pas, qu'elle ne ferait Non. pas le poids. Est-ce que l'Europe peut faire le poids? L'Europe ne peut pas vraiment faire le poids dans la mesure de nécessaire, mais doit le faire. Et je pense que c'est un investissement qu'on doit ensemble faire. Il est absolument nécessaire que nous ne perdions pas cette continuité de recherche. Les enjeux de santé et les enjeux de société sont immenses. Plus que jamais, nous avons besoin en fait d'une science forte, d'une science au service des grandes questions de société, d'intégration dans les domaines de recherche. Donc nous sommes dans un moment dans lequel il faut envoyer des systèmes d'alarme à nos gouvernements. Ne diminuez pas les fonds de recherche aujourd'hui. Plus que jamais, nous avons besoin de ces gardiens. Et d'autres pays, je ne sais pas, qui politiquement peuvent poser des problèmes, mais voilà, à la guerre comme à la guerre, comme on dit sur ce point, la Chine par exemple? La Chine a investi massivement en recherche. La Chine, en fait, est dans un système d'expansion assez extrêmement impressionnant au niveau du développement de nouveaux médicaments, nouvelles thérapies, de développement de bases de données. La Chine est en train de développer un système presque autonome, en fait, extrêmement puissant, oui. Romain Huret, qu'est-ce que l'on peut imaginer pour l'avenir des États-Unis à brève échéance? Là aussi, est-ce qu'on peut imaginer un accueil de plus de chercheurs? Comment les choses se passent-elles, par exemple, à l'EHESS? Je crois qu'on a vu les chefs d'État se réunir en urgence pour fonder une Europe de la défense. Je rêverais avec d'autres qu'une réunion identique ait lieu dans les meilleurs délais pour une Europe de la science, avec des investissements qui soient aussi massifs dans le domaine scientifique. L'Europe a une chance extraordinaire, hein. Elle peut profiter d'un retournement historique. Il ne faut pas oublier que le succès des États-Unis aujourd'hui est dû à l'effondrement géopolitique et militaire de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, hein. Il y a eu un départ massif, notamment de chercheurs allemands, hein, qui sont allés dans les universités, dans les grandes universités aux États-Unis, et qui ont permis cette translation, hein. Les grandes universités, les grands départements de chimie ou de physique sont passés de l'Allemagne, de la France aux États-Unis. Là, il y a une catastrophe scientifique qui est en cours aux États-Unis. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. L'Europe pourrait en tirer profit en inversant les flux étudiants à l'EHESS, mais ailleurs on y travaille, en essayant d'accueillir des chercheurs et des chercheuses jeunes, hein, en provenance des États-Unis, mais on aurait pu parler de l'Argentine aussi, ou d'autres pays en crise, hein, où il y a eu le même effondrement. Et aider et contribuer de manière modeste à cette Europe de la science. Merci beaucoup Yasmine Belkaïd. Je rappelle que vous êtes chercheuse en immunologie et directrice générale de l'Institut Pasteur. Merci Romain Huret, historien des États-Unis et président de l'EHESS. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como, François Saltiel et le journal d'Anne Lorchouin, le 8h45.